protéger. À quelques secondes de ce point de presse de François Legault, le premier ministre, je vous montre les données parce qu'on les a déjà, ceux qui étaient avec nous plus tôt. Elles sont sorties il y a 1h30. Il y a 74 décès de plus dans les dernières 24 heures et 543 nouveaux cas. Pour les nouveaux cas, compte tenu qu'on teste plus, l'augmentation est vraiment modérée. Le nombre de décès reste quand même, Sébastien, important. À 74, c'était 89 hier. Peu importe si ce sont des décès quand même accumulés, il reste que ça s'ajoute au total et ça fait beaucoup de décès à la fin. Évidemment, un décès, c'est toujours un décès de trop, mais dans le contexte actuel, quand on est au-dessus de 50, on a l'impression que ça reste élevé, on espérait à un certain moment, rappelez-vous, on était en bas de 50 là, pendant quelques jours, on espérait que cette tendance-là soit vraiment à la baisse. Or, depuis quelques jours, on a entre 50 et 90 décès, je vous dirais, quotidiennes. Et qui viennent essentiellement des CHSLD, encore des résidences pour personnes âgées, là. Oui, parce qu'on sait, les derniers chiffres, je pense qu'on avait, c'était 5200 résidents de résidences pour personnes âgées de CHSLD qui étaient infectés. Donc, c'est sûr que ça allait avoir une conséquence dans les jours suivant la publication de cette statistique. Les gens à la santé vulnérable, à la santé fragile, des gens vulnérables. Donc, le taux de décès est relativement important dans les CHSLD. Alors, probablement qu'en effet, les décès sont majoritairement dans les CHSLD et gonflent cette statistique. Monsieur Legault sera accompagné par la ministre Sonia Lebel, aujourd'hui ministre de la Justice, donc, et non pas la ministre de la Santé. Parce qu'on comprend qu'il va annoncer le déconfinement des tribunaux. Les tribunaux ont été mis sur pause, quoique on me disait qu'il y avait peut-être des audiences aussi d'urgence qui pouvaient se dérouler à distance. Alors, Mme Lebel devrait annoncer, selon ce qu'on comprend, le déconfinement des tribunaux, mais dans le contexte de la COVID, c'est-à-dire probablement en incorporant des notions, des concepts de justice à distance, c'est-à-dire d'utiliser les technologies actuelles pour faire en sorte que la justice puisse suivre son cours. Il y a des adaptations qui sont possibles, semble-t-il. Alors, ce ne sera peut-être pas des audiences devant les tribunaux comme on connaissait avant la pandémie, mais on utilisera donc la technologie pour faire en sorte que le système de justice puisse reprendre un rythme plus normal. Et pour reprendre une certaine normalité dans le réseau des CHSLD, il faudra, et puis ça c'est incontournable, trouver au moins 10 000 personnes de plus et un autre 10 000 si on veut que les ratios baissent un jour, que le travail soit plus attrayant parce qu'il y aura moins de clients, entre guillemets, moins de bénéficiaires pour le nombre de préposés. Or, la grande séduction se poursuit, là. On essaie d'imaginer de la formation rapide, augmentation de salaire, on en a beaucoup parlé, et on souhaite que ça soit suffisant, en fait. Et il y a différents qualificatifs pour parler du mouvement lancé par M. Legault hier. Il y a des gens qui disent que c'est très ambitieux. Engager 10 000 préposés aux bénéficiaires sur une période de 3 mois, alors que ça fait des mois, sinon des années, qu'on cherche à recruter des préposés aux bénéficiaires. On va augmenter leur salaire, évidemment. Il y en a aussi qui pensent que c'est un peu irréaliste dans le contexte actuel. Pendant qu'on voit masquer, évidemment, comme toujours, Sonia Lebel, ministre de la Justice, M. Legault, Dr Arruda, qui vont faire leur entrée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, effectivement, Mme Lebel. La justice doit suivre son cours. Comme vous avez dit, Sébastien, il y aura une adaptation. C'est déjà le cas. On parlait au recteur de l'Université de Montréal. Dans tous les domaines de la vie, on a dû s'adapter, donc là comme ailleurs. Mais déjà qu'il y avait des retards, Isabelle Richer nous en parle régulièrement, déjà qu'il y avait des retards dans l'administration de la justice, ça va être un casse-tête énorme que de reprendre ce retard-là aussi. Retard pour les opérations dans le domaine de la santé, oui, c'est plus urgent d'une certaine façon, mais la justice, il peut avoir des conséquences tragiques également. Message Facebook, je crois que c'était l'appel aux 10 000, n'est-ce pas? Exactement. Bon, qu'il va probablement répéter in vivo dans son point de presse. Ah oui, c'est pas la dernière fois qu'on entendra ça. Sébastien, on se retrouve tout de suite après. Merci, mesdames et messieurs, le point de presse du premier ministre. Monsieur Arruda, alors, monsieur le premier ministre, à vous la parole. Merci tout le monde. D'abord, vous dire que le masque que j'ai aujourd'hui, là, qu'il ne faut pas le toucher, ça a été fabriqué par... vous voulez prendre une photo?
C'était fabriqué par Christine Larouche de chez Tricotine Christine à Sainte-Monique, au Lac-Saint-Jean. Donc, j'en profite évidemment encore une fois pour demander à tous les Québécois de porter le masque quand vous sortez de chez vous et puis, si c'est possible, d'acheter un masque qui est fait au Québec. Aujourd'hui, comme vous le voyez, en plus du docteur Arruda, j'ai de la belle visite, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui va venir, après moi, là, vous parler de la réouverture des palais de justice, qui va vous parler aussi, il y a évidemment très peu de bons côtés à la pandémie, mais un des bons côtés, c'est que ça a accéléré la modernisation des façons de faire, entre autres d'un palais de justice, donc beaucoup plus de salles de cours qui sont virtuelles, donc elle va aussi vous parler de ça, parce qu'on va en profiter pour poursuivre dans cette direction-là. Bon, vous avez eu le bilan ce matin. Vous voyez quand même, il y a des bonnes nouvelles. L'indicateur qui est le plus important, le nombre d'hospitalisations. Depuis une semaine, il y a une baisse de 173 personnes qui sont hospitalisées pour la COVID-19. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Pardon. Par contre, bon, là où ça continue d'être difficile, c'est le nombre de décès. 74 décès. C'est important quand même de regarder encore une fois qu'on a deux mondes. Sur les 74 décès, il y en a 70, c'est des personnes qui vivaient dans des résidences, donc ça soit des CHSLD, des RPA ou des ressources intermédiaires. Donc, 4 qui vivaient dans des maisons, donc 4 qui sont dans la communauté. Donc, ça veut dire, et puis je pense qu'il va y avoir bientôt des rapports là, qui vont être déposés par l'Institut, qui vont vous montrer que ça va bien quand même à Montréal, là, la transmission dans la communauté est moins grande, et donc la situation va bien à l'extérieur des résidences pour personnes âgées. Je veux revenir, bien sûr, sur les résidences. Malheureusement, c'est encore difficile dans les résidences. Puis je veux faire un petit peu le point. Vous savez, on a 3 types de résidences, les CHSLD, les RPA pour les personnes qui sont un peu plus autonomes, puis les ressources intermédiaires aussi avec la plupart des personnes un petit peu plus autonomes que dans les CHSLD. Au total, il y a 2600 résidences. Hier, on en avait 340 qui étaient avec au moins un cas infecté, 2725 personnes qui sont encore infectées. On est monté jusqu'à 5000, donc on est rendu à 2700. Puis si je regarde juste les CHSLD, parce que c'est là qu'on a les personnes les plus vulnérables, donc les personnes qui sont les plus à risque de conséquences graves suite à la COVID-19. Sur 412 CHSLD qu'on a au Québec, il y en a 131 qui sont infectés. Il y a 1741 personnes qui sont infectées. Si on regarde les CHSLD qui sont plus critiques, donc ceux qui ont plus que 15 de cas, il y en a 41 CHSLD. Donc, c'est ces 41-là qu'on suit particulièrement de proche. Donc, évidemment, je veux revenir, puis je vais revenir au cours des prochains jours sur la proposition qu'on fait pour aller chercher 10 000 préposés de plus dans les CHSLD, 10 000 personnes qui commenceraient une formation à la mi-juin, donc dans 2-3 semaines. Et je veux dire, vous allez voir, là, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une campagne de publicité, il va y avoir un site web ou des sites web pour les différents centres de formation professionnelle dans les différentes régions du Québec. Mais je veux revenir d'abord sur le salaire qui est intéressant. On parle d'emploi à temps plein, donc avec tous les avantages sociaux, fonds de pension et autres. Un salaire de 49 000 $ par année, suite à une formation qui s'étalerait donc de la mi-juin à la mi-septembre, 3 mois, pendant lesquels les personnes
recevraient un salaire de 760 $ par semaine. Donc, je pense que c'est quand même une offre qui est intéressante du côté monétaire. Mais, aujourd'hui, je vais essayer de prendre quelques minutes pour essayer de convaincre des gens qu'il n'y a pas juste l'aspect monétaire qui est important. C'est beau ce qui peut se passer dans des CHSLD. Évidemment, on est dans une situation où, je l'ai dit, là, même avant la pandémie, il nous manquait 10 000 personnes. Donc, c'est moins agréable. Les préposés peuvent prendre moins de temps avec les patients. Mais ce qu'on vise, puis ce que je vise, puis je promets les Québécois de tout faire ce que je vais être capable de faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour qu'on ait assez de personnel, pour qu'on soit capable d'établir cette relation qui est importante avec les résidents et les résidentes. Par hasard, et puis je vais y revenir, je sais que j'en ai parlé sur mes comptes, sur les réseaux sociaux, mais par hasard, j'ai lu il y a quelques semaines le dernier roman qui a été publié l'année passée de Marie Laberge. Quand je dis c'est un hasard, c'est pas un hasard que je la lise, là, j'ai tout lu ce qu'elle a écrit, mais c'est un hasard qu'elle a écrit sur les CHSLD. Donc, l'histoire se passe entre une préposée aux bénéficiaires et une résidente en particulier. Il y en a d'autres, là, mais se développe une belle complicité. Puis, c'est ça qu'il faut essayer de viser dans nos CHSLD. Donc, de donner le temps, d'avoir le temps de prendre soin des résidentes. On le voit dans l'histoire de Marie Laberge. Il y a une belle complicité, une confiance, des échanges. Même, il y a des conseils. La personne qui est plus âgée, la résidente, donne des conseils. La préposée prend ça en note. Puis bon, après son décès, va relire tous les conseils qui ont été donnés. Mais c'est ça qu'on voudrait voir, là. Avoir le temps de mettre une débarbouillette fraîche sur le front, masser les jambes, puis surtout parler, prendre le temps avec une résidente, un résident en chaise roulante, de l'amener à l'extérieur, aller prendre l'air. C'est ça qu'on doit viser. Donc, je veux juste dire, pardon, ceux ou celles qui hésitent à s'inscrire dans les 10 000 places qui vont être offertes, là, je vous invite à lire le livre de Marie Laberge. Puis j'espère que ça va vous convaincre que ça peut être très valorisant, ce travail-là. Et si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, bien, engagez-vous. Je veux dire un mot aussi sur les résidences privées. J'ai beaucoup entendu là, depuis hier, des responsables de résidences privées étaient un peu inquiets qu'une partie des 10 000 personnes qu'on va former viennent de résidences privées. C'est possible, mais il faut comprendre deux choses. Bon, d'abord, nous, on veut des personnes qui ne sont pas formées comme préposées aux bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de danger, là. Les gens qui étaient déjà préposés aux bénéficiaires puis qui auraient eu intérêt à transférer au public. Dans la plupart des cas, ils l'ont déjà fait. Donc, il n'y aura pas de nouveaux cas de ce côté-là. Puis, pour ce qui est des personnes non formées, bien là, on va en former 10 000. Et ce que je veux dire aussi aux gens qui sont responsables des résidences privées, c'est qu'on est en train de regarder, là. Vous savez, on a mis des incitatifs, là, le 4 $ de l'heure. On est en train de regarder d'abord pour de l'aide financière. Parce qu'on comprend bien, là, oui, on va augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires du secteur public de 21 à 26 $ de l'heure. Bien, c'est sûr que les préposés du côté du privé, il va falloir que les salaires augmentent. Donc, il va falloir que le gouvernement donne un coup de main, puis on est ouvert à donner un coup de main. Il y a une autre chose aussi qui est importante de spécifier. Par exemple, dans les RPA, les personnes, la majorité des personnes sont beaucoup plus autonomes que les personnes dans les CHSLD. Donc, on va augmenter l'offre de services dans les soins puis les services à domicile. Quand on dit services à domicile, ça inclut les résidences. Donc, on est conscient qu'il faut en faire plus, nous, le gouvernement, pour offrir
des soins puis des services à domicile dans les résidences privées. Donc, ça aussi, en plus des incitatifs, de l'aide financière, ça va aider. Donc, je conclus en disant, bon, oui, il y a deux mondes. Oui, il y a encore du travail à faire dans les CHSLD. Oui, on a besoin de 10 000 personnes de plus dans les CHSLD. Si on regarde à l'extérieur des CHSLD, donc dans la communauté, la situation va bien. Sonia, tantôt, ou Madame la ministre de la Justice, il y en a qui n'aiment pas ça quand je tutoie les hommes, les femmes. Hein, donc, Madame la ministre va nous parler de déconfinement dans les palais de justice. Là, bon, hier, on a eu les campings. On regarde, c'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec les restaurants? Qu'est-ce qu'on va faire ce qui n'est pas ouvert? Mais si on veut être capable de continuer la réouverture, il faut suivre les consignes. C'est important. Il faut que tout le monde soit responsable. Il ne faut pas avoir de faux sentiments de sécurité parce qu'il fait beau. Il ne faut pas se penser trop bon parce que le virus va en profiter pour revenir. Donc, c'est important de garder le 2 mètres, le 6 pieds avec les autres personnes, se laver les mains avec du savon régulièrement, puis porter un masque, comme on le fait quand vous sortez de chez vous, surtout quand vous êtes dans le transport en commun ou dans les commerces, là, porter un masque, donc dans ces situations-là. Donc, je vous remercie à l'avance pour votre support. Good afternoon. The situation remains fragile in senior homes. We need a lot more. Nous avons besoin de beaucoup plus de travailleuses formées et c'est pourquoi nous allons lancer une campagne afin de recruter 10 000 travailleuses qui vont être formées comme préposées aux bénéficiaires. Il y a bien des avantages. Le salaire pendant la formation, c'est de 760 $, un salaire annuel de 49 000 $ quand vous devenez préposé, un emploi à temps plein avec le fonds de retraite et tous les avantages sociaux, et encore, et c'est le plus important, un travail qui est vraiment nourrissant. Si vous voulez changer la qualité de vie des gens, nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, notre ministre de la Justice va annoncer la réouverture des palais de justice, mais si nous voulons continuer et que ce soit réussi, il nous faut continuer de respecter les instructions de la santé publique. Il nous faut demeurer disciplinés et responsables. Alors, je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie. Je passe la parole à la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Et merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, effectivement, pour moi, c'est très heureux de vous annoncer une annonce importante pour le système de justice qui a dû prendre un coup de ralentissement assez sérieux depuis le début de cette crise sanitaire. Donc, on a travaillé très fort dans les dernières semaines avec la santé publique pour pouvoir réouvrir à partir du 1er juin graduellement les activités judiciaires. Donc, pendant les dernières semaines, avec la collaboration de tous les partenaires, je pense que c'est important ici que je prenne une seconde, une minute pour signifier à quel point on a eu une excellente collaboration de tous les juges, de tous les tribunaux confondus, des avocats de la défense, du barreau, du DPCP. Le ministère a travaillé de plein pied pour qu'on soit capable, dans les dernières semaines, de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire. Naturellement, il y a eu un ralentissement compte tenu du fait qu'on a dû physiquement fermer plusieurs palais de justice. Les causes urgentes ont procédé, mais on a quand même été capable de maintenir un certain niveau d'activité judiciaire qu'on a été capable également d'accélérer ou d'augmenter graduellement au cours des dernières semaines par la part des nouvelles technologies. Le contexte de la crise sanitaire, naturellement, occasionne plusieurs défis pour le système de justice, ne serait-ce que des inventaires qui sont des dossiers en attente d'être traités présentement, qui sont dans les greffes des palais de justice. Donc, j'ai décidé également de relancer la Table de Justice Québec. C'est une instance de concertation qui regroupe les principaux acteurs, justement, du système de justice
qui ont travaillé très fort ensemble. Cette table a aussi servi à l'époque, dans la foulée de l'arrêt Jordan, à trouver des solutions pour répondre aux défis des délais judiciaires. Donc, cette table commencera ses travaux dès juin, dès maintenant, pour nous aider justement à traverser là, les délais ou les défis que cette crise sanitaire nous aura occasionnés. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, ça pose des défis, des enjeux pour le système de justice, mais ça a également créé d'heureuses opportunités. D'ailleurs, la reprise des activités judiciaires va reposer, oui, sur la réouverture des palais de justice et des tribunaux dans tout le Québec, mais va reposer également en grande partie sur la technologie. Donc, la transformation numérique, vous le savez, c'était un plan qui a été annoncé, qui devait se continuer sur 5 ans. La transformation numérique de la justice se poursuit, mais elle a été grandement accélérée sur certains aspects par la nécessité de s'adapter rapidement qu'a créé la crise sanitaire. Donc, au cours des derniers mois, le ministère de la Justice a mené plusieurs actions qui vont permettre au système de justice de servir encore mieux les citoyens. Donc, la reprise graduelle se basera, oui, en grande partie sur la réouverture physique des tribunaux. Il y aura également, il y a 136 salles virtuelles, d'audience virtuelles qui ont été créées dans les dernières semaines, qui fonctionnent, qui ont été expérimentées. Vous avez tous entendu parler du procès virtuel qu'il y a eu à Trois-Rivières il y a quelques semaines. On a entendu parler de celui-là, mais ce n'était que le premier, ça n'a pas été le dernier. Il y a eu une journée où 90 salles fonctionnaient à la fois, donc on a réussi à augmenter les activités judiciaires grâce à ça. Et c'est donc un acquis pour le système de justice. La justice au Québec ne redeviendra plus ce qu'elle était. Ce virage technologique n'est pas terminé, mais il est sérieusement entamé par la nécessité que cette crise a créée. J'en suis, je vous le dis, très fière. Les acteurs se sont mobilisés et on a réussi de façon très rapide à atteindre ces objectifs-là. Donc, les palais de justice, pour assurer les gens, ce sont des lieux physiques qui vont être aménagés. On a eu des consignes de l'INSPQ, donc un peu à l'instar de ce qu'on voit ici à l'Assemblée nationale, des aires de circulation pour les aires communes, de la distanciation dans les salles de cours. Donc, il y aura naturellement d'un nombre limité d'accès, dépendamment de la grandeur de la salle, pour respecter le 2 mètres, des plexiglas pour la greffière, le juge, les acteurs du système de justice. Et naturellement, c'est à géométrie variable, dépendamment des dispositions des salles, mais du désinfectant est disponible pour les gens. Donc, des mesures de distanciation et de sécurité sanitaire, les palais de justice ont été adaptés et c'est important pour les gens de comprendre que les justiciables, on a leur sécurité. Les gens qui travaillent dans les palais de justice, on a leur santé, leur sécurité à cœur. Alors, les mesures ont été prises et les palais de justice seront prêts pour le 1er juin. Également, les tribunaux administratifs ont reçu les mêmes consignes de pouvoir reprendre graduellement les activités judiciaires. Chaque tribunal administratif est responsable de son tribunal, donc devra adapter également, mais ils ont reçu les mêmes consignes que l'INSPQ a émis pour les tribunaux. Reprendront leurs activités également graduellement à partir du 1er juin et ce sera chacun des tribunaux administratifs là, qui aménagera et décidera du rythme qu'il est capable d'absorber naturellement pour être en respect des consignes sanitaires. Donc, merci. L'annonce d'aujourd'hui, pour moi, est essentielle pour le système de justice et je vais terminer en remerciant à nouveau tous les partenaires du système de justice, avocats, juges, personnel des palais de justice, personnel de soutien qui ont contribué là, au maintien des activités qui vont faire en sorte que cette reprise-là sera un succès. Merci. Très bien. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Fanny Lévesque, La Presse. Bonjour. Monsieur Legault, vous avez parlé que vous êtes ouvert à offrir une aide là, aux résidences privées qui craignent de voir un exode justement de leurs travailleurs vers le secteur public. Madame Blais a parlé ce matin que le gouvernement examinait la possibilité d'aller avec un décret pour adopter un salaire plancher. De façon plus précise, là, de quelle aide on parle vraiment au gouvernement? Et qu'est-ce qui est le plus probable d'arriver? Est-ce que c'est de garder les primes? Est-ce que c'est d'offrir une subvention ou une aide supplémentaire ou d'aller avec un décret? Bien, on est en train de regarder différents scénarios. D'abord, je vous dirais, j'aimerais bien savoir sur les 10 000 étudiants, combien vont venir des résidences privées. Aussi, quels sont les besoins des résidences privées? Parce que, bon, si une personne n'avait pas de formation dans une résidence privée, là, vient obtenir une formation, bon,
On sait qu'il y a un taux de chômage, malheureusement, qui est élevé au Québec. Donc, de trouver des gens sans formation, ce qu'on peut dire des bras, là, c'est plus facile aujourd'hui que ce l'était il y a 3 mois. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder avec les résidences privées. Bon, vous le savez aussi, on est en train de regarder la possibilité de convertir certaines résidences privées en résidences publiques, là, surtout du côté des CHSLD. Je pense que le ménage un petit peu qu'on a à faire, c'est de voir une personne là, qui a besoin de beaucoup de soins devrait être dans un CHSLD, puis idéalement un CHSLD public. Il y a des personnes qui sont entrées dans des RPA au moment où ils étaient très autonomes, mais qui ne veulent pas déménager dans un CHSLD une fois qu'ils sont rendus beaucoup moins autonomes. Donc, est-ce qu'on offre les mêmes services dans les RPA ou est-ce qu'on force, entre guillemets, ces personnes-là à aller dans les CHSLD? Je pense que c'est tout ça qu'il faut regarder, mais de façon générale, il va falloir accepter le fait que, puis on a eu notre leçon, tout le monde, là, pendant cette crise-là, qu'il faut beaucoup mieux payer nos préposés aux bénéficiaires, qu'il faut en avoir un pourcentage beaucoup plus élevé qui ont la formation pour mettre l'équipement de protection individuelle, qui sont capables aussi de bien comprendre les consignes, les directives pour éviter les contaminations, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de regarder, puis honnêtement, on ne pourra pas avoir une réponse là, dans les prochains jours. Par contre, les primes qui sont là, incluant dans les résidences privées, bien, sont là pour rester encore un bon bout de temps, le temps qu'on ait fait justement cette analyse. Parfait. Au sujet de l'armée canadienne, hier, à Ottawa, le ministre de la Défense a mentionné que c'était pratiquement impossible de prolonger une intervention de l'armée canadienne au même rythme, de façon aussi intensive qu'actuellement, jusqu'au 15 septembre, comme vous le demandez. C'est quoi le plan B si l'armée se démobilise à la mi-juin? Bon. D'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'il pourrait peut-être réduire le nombre. Donc, ça veut dire qu'il pourrait en avoir peut-être un certain nombre qui reste à plus long terme, donc, ou à plus moyen terme, je peux dire. J'ai une rencontre téléphonique, comme à tous les jeudis soirs, avec Justin Trudeau ce soir. Je sais que l'Ontario aussi veut garder les militaires dans leur centre de soins de longue durée plus longtemps. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles du côté des travailleurs qui étaient absents. On est monté jusqu'à 12 000, on avait 10 000. Là, on est rendu à 9 279. Juste hier, il y en a 458 qui sont revenus de leur congé de maladie. Donc, il y a une belle tendance de ce côté-là. On va peut-être aller mieux, plus vite qu'on pensait. Donc, ça pourrait peut-être nous permettre de remplacer, si jamais le gouvernement fédéral ne peut pas laisser tous les soldats dans les CHSLD. On poursuit avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur Arruda. Vous allez les prendre où, ces 10 000-là? Là? Parce que je comprends là, que vous dites qu'il y a d'autres secteurs où il y a eu des pertes d'emploi. Je comprends tout ça. On a vu aujourd'hui que l'immigration, c'est pas la panacée, là, parce que le programme, il permet 550 personnes maximum. Donc, on est loin du compte. Vous allez les prendre où, ces gens-là, M. Legault, pour qu'ils viennent travailler dans le réseau dans un si court laps de temps? Ouais, bien, vous voyez, là, il y a un taux de chômage d'au moins 7-8 %. Donc, il y a beaucoup plus que 10 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Les conditions ou les qualifications qu'on demande, bon, idéalement, c'est d'avoir un secondaire 5. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui répondent à cette exigence. Je pense que c'est un travail qui est relativement bien payé. Quelqu'un qui gagnait moins que 26 $ de l'heure, qui se fait offrir une job à temps plein du gouvernement, dans le fond, à 26 $ de l'heure, je pense que c'est attrayant. Maintenant, le principal défi qu'on a, c'est ce qu'on va essayer de regarder avec la publicité qu'on va commencer la semaine prochaine, c'est de convaincre les gens qu'en ajoutant 10 000 personnes, la qualité, les conditions de travail vont être meilleures dans les CHSLD. Donc, il va y avoir un peu plus de temps pour les préposés qui veulent accompagner une résidente à traverser la nuit parce qu'elle a de l'anxiété. Donc, de mieux s'occuper de chaque personne. Donc, moi, je pense que ça peut être très valorisant. Moi, j'ai confiance
qu'on va en trouver dans la population. OK. Est-ce que ça ne va pas créer deux catégories de préposés aux bénéficiaires? Parce qu'il y en a là qui, quand on suit la formation normale, c'est 870 heures, je pense, pour avoir la certification. Là, vous allez les créer, vous allez leur donner cette certification-là, mais en formule accélérée, 300 heures. Est-ce que ça ne va pas créer deux catégories de préposés aux bénéficiaires? Certains qui vont avoir une formation de 870 heures, les autres 300 heures, pour avoir le même salaire en bout de ligne. Oui. Bien, écoutez, nous, on pense qu'à l'intérieur de 3 mois, on est capable de donner une formation de base. Une formation aussi qui est... Vous savez, les préposés aux bénéficiaires, il y en a qui font beaucoup de choses dans les hôpitaux. Là, on veut vraiment des préposés aux bénéficiaires qui vont travailler dans les CHSLD. Donc, on pourra se concentrer sur la formation pour devenir préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD. Puis, bon, si vous comptez le nombre d'heures quand même qu'on peut avoir dans 3 mois, puis éventuellement aussi poursuivre l'entraînement pendant le travail, moi, je pense qu'on est capable en 3 mois de former des gens qui vont être compétents pour agir comme préposés aux bénéficiaires. Pardon? Qui vont avoir la même qualité que ceux qui vont avoir fait 870 heures. Ils vont être capables de bien faire le travail qu'ils ont à faire dans les CHSLD. Prochaine question, Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Juste revenir sur l'armée. Vous êtes un peu désespéré de trouver du monde. Toutes les mesures que vous annoncez vont en ce sens-là. Et là, l'armée, vous lui demandez de rester encore quelques mois, mais on vous dit ça ne sera pas possible. Est-ce que ça vous déçoit quelque part? Bien, écoutez, le Québec paye sa part pour l'armée. Je comprends qu'il y a d'autres priorités, mais il me semble que la priorité actuellement, j'en vois pas de plus urgente que de s'occuper de notre monde dans nos CHSLD, puis même chose dans les centres de soins de longue durée en Ontario. Là. Je comprends là, qu'il y a peut-être un rythme de travail qu'il faudrait revoir. Là, je voyais que certains soldats travaillent 7 jours par semaine, mais ils pourraient peut-être travailler 5 jours par semaine. Il y a des accommodements. Moi, j'espère être capable d'en discuter avec le gouvernement fédéral et l'armée. J'aimerais vous parler de l'industrie touristique, parce que hier, il y a un discours à la santé publique où on vous dit on ne vous recommande pas de vous déplacer entre les régions. Puis il y a le discours politique où on vous dit ben c'est pas recommandé, mais c'est pas interdit non plus. Donc, le Montréalais là, qui veut aller, par exemple, en Gaspésie, là, il écoute le politicien ou la santé publique? La santé publique. Je vous laisse aller. Et, comme on vous l'a dit, la situation, elle est fragile encore dans la région métropolitaine. Puis, ailleurs, dans le Québec, il n'y a pas de transmission trop communautaire. Je pense que ce qu'on dit actuellement, c'est que pour les besoins plus essentiels, on vous recommande d'y aller. On sait que le tourisme, ça peut faire interpréter pour certains comme étant quelque chose d'essentiel, etc. Il y a comme un dosage à faire. Autant que faire se peut, moi, je recommande à ce que les gens restent le plus dans leur univers, compte tenu, je vous dirais, de la haute transmission dans la région métropolitaine. C'est ce qu'on dit. Mais on n'ira pas faire la barricade pour empêcher nécessairement quelqu'un. Vous comprenez, c'est une chose qui est pas simple parce que donner une ligne de conduite, allez-y, on revient à la normale comme d'habitude, ben là, on va créer un engouement important. Surtout qu'aussi, il faut comprendre que les gens ne vont pas à l'extérieur du Québec, ce qui est une bonne chose pour l'économie québécoise. Mais en même temps, ça peut augmenter la quantité de personnes qui vont se déplacer d'une région à l'autre. J'aimerais ça pouvoir répondre à cette question-là dans à peu près 1 ou 2 semaines. Puis là, vous allez me dire, il est tard dans 1 ou 2 semaines. C'est parce qu'on est vraiment, je vous l'ai dit, à Montréal, en train de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Je suis plus prudent que passé, de par le fait que je sais que ma prescription n'est pas suivie à 100%, elle va être suivie à un moins grand pourcentage. Fait que là, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le fond, soyons un peu patients. S'il n'y a pas d'autres alternatives, c'est une chose. Si vous allez voir quelqu'un parce qu'il est dans votre famille, c'est une chose. S'il y a des alternatives, essayez de planifier autre chose, mais on va vous revenir dans à peu près 2 semaines. Là. Je vous dirais qu'on va avoir vu que l'effet du déconfinement dans la région métropolitaine, je vais me sentir plus sécure. Avez-vous rouvert l'industrie touristique trop tôt dans ce cas-là? Non. Il faut que les gens... Je vais vous le dire. Je vais vous donner un exemple pour comparer. Quand on a décidé d'ouvrir les écoles,
à l'extérieur de la région métropolitaine, les gens nous disaient « mais ça n'a aucun bon sens », d'autres provinces ont dit « ça n'a aucun bon sens ». Puis on voit ce qui se passe actuellement, c'est pas nécessairement un drame. Il n'y a pas de recette magique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut à la fois aussi un petit peu ouvrir l'oxygène puis ouvrir le robinet, parce que de toute façon aussi, si on ne le fait pas, il y a de la délinquance. Puis ça se fait de façon désorganisée plutôt qu'une façon qui peut être un peu organisée. Je pense que ce qu'on dit, c'est pas le temps nécessairement automatiquement de tout se garocher dans l'est du Québec, la région de Montréal, parce qu'on va avoir un potentiel d'ensemencement. Mais j'aimerais ça avoir plus de données sur la transmission communautaire à Montréal. J'aimerais ça voir est-ce qu'on est en train de remonter en haut du R1 à Montréal avant de vous dire déconfinons. J'ai pas... Vous savez, je considère pas que j'ai la vérité. La vérité est quelque part entre les deux. Elle est certainement pas dans un « on y va » au là. Moi, mon rôle, c'est de retenir un peu les freins, puis je me fie sur le bon jugement des Québécois un peu par rapport à ça. C'est pas une question facile. Je peux vous dire, là, la question n'est pas facile, puis à chaque fois, on peut se dire on n'a pas été trop lent, hein, on a peut-être été un petit peu trop vite. Jusqu'à maintenant, les affaires vont comme on planifie. Mais, je l'ai dit, à l'extérieur de Montréal, c'est pas fragile, mais à Montréal, c'est fragile. Puis il y a aussi des questions d'acceptabilité sociale, là. Allez-vous être les bienvenus ou pas? Il y a ça aussi. Il faut qu'elle reparte l'économie. On ne peut pas la faire partir à 100% actuellement. Okay. Écoutez, reposez-moi la question dans 2 semaines. J'espère être en mesure de vous répondre quelque chose de positif. Si non, j'espère pas être obligé de le refermer. C'est très, très difficile. Merci, je m'excuse. Le temps file. Je vais vous demander de vous en tenir à une question pour que tout le monde ait sa chance. Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Monsieur Legault, à 26 $, vous l'avez souligné, là, c'est une offre intéressante. Par contre, à 26 $ après une formation de 3 mois, un préposé bénéficiaire va être mieux payé qu'une infirmière auxiliaire ou une infirmière qui rentre au premier échelon. C'est environ 24 $ pour une infirmière traditionnelle. Donc, qu'est-ce que vous dites à ces infirmières et est-ce que vous comptez rehausser leur salaire à l'entrée? Bien, je ne veux pas que vous allez bien comprendre, négocier sur la place publique, mais je comprends effectivement que les personnes où il y a plus d'exigences devraient gagner au moins le même salaire. Et M. Jean Barrette, tantôt, au sujet des préposés aux bénéficiaires étrangers, a parlé donc d'une limite de 550 personnes pour un projet pilote. Pourtant, on est dans une période extraordinaire. Il y a eu des mesures extraordinaires qui ont été prises. Pourquoi pas ouvrir les vannes et faire rentrer plus de préposés aux bénéficiaires étrangers pour venir combler ces postes-là, les 10 000 postes dont vous parlez? Là, il faudrait voir si on est capable d'en trouver, mais des gens qualifiés comme préposés aux bénéficiaires. Ou pour former. Oui. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc, on pourrait faire rentrer plus que 550 personnes. Écoutez, je veux voir aussi, parce qu'on a des limites déjà d'imposer, là. Ça amène quoi comme réduction dans d'autres domaines? Il faudrait que je regarde le dossier au complet. Autour d'Isabelle Porteur, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les trois. On a appris il n'y a pas très longtemps qu'il y avait 41 cas de COVID-19 dans les écoles qui avaient été répertoriés. Il y a une ambiguïté, là. On nous dit, vous avez dit lundi, M. Arruda, qu'il y avait des petites éclosions dans les écoles. Le ministère de l'Éducation, hier, nous a dit qu'il n'y avait aucune éclosion dans les écoles. Est-ce que c'est possible de clarifier ça, d'une part, et de nous dire aussi si les choses se passent comme vous l'aviez prévu là, en termes de cas en milieu scolaire? Oui, écoutez, là, il faut faire attention comment on définit une éclosion. Il y a des gens qui, des fois, vont dire qu'il y a un cas dans l'école et puis ils vont la définir comme étant une éclosion, alors qu'une éclosion, habituellement, ça en prend 2, ou une transmission comme telle. Ce qui est arrivé, là, les informations que j'ai, là, c'est qu'il y a eu effectivement, certains endroits, il y a eu des cas, mais pas d'impact négatif de façon importante. Donc, il y a eu, puis je vais vous dire, il va en avoir. Comme il va en avoir dans des garderies, des gens, parce qu'il y a un peu de transmission communautaire qui vont avoir... c'est arrivé récemment dans une garderie dans la région de Québec. Une mère avait la COVID-19. Son enfant était allé à l'école. Il n'y avait pas de symptômes. On a retiré l'enfant pour éviter ça. C'est normal qu'en ayant la garderie, l'école étant ouverte sur la communauté, il peut y avoir des cas. L'avantage qu'on a dans ces milieux-là, c'est que ce sont des enfants jeunes.
On n'a pas mis de personnel non plus qui était à haut risque, etc. Fait qu'il y en a eu, mais rien qui n'a pas été sous absence de contrôle. Je pense que c'est en Gaspésie qu'on fermé temporairement à un moment donné parce qu'il y avait quelques professeurs, peut-être même des enseignants qui avaient été infectés, notamment avant la période d'ouverture lors de la préparation. Mais est-ce que vous avez toutes les infos sur cette question-là? Puis comment est-ce que vous les recueillez? On les recueille par des faits saillants, si vous me permettez, à travers les faits saillants que nous envoient les directions de santé publique. Là. Moi, je reçois un fichier tous les matins à 9 h où on me dit voici ce qui s'est passé dans notre territoire puis dans notre région, puis on nous donne des informations de nature anecdotique, parce que dans nos systèmes, aller rechercher la donnée, si c'est un prof, si c'est la parent de telle école, etc., c'est pas nécessairement fait. C'est sur la base des informations que nous, on obtient dans les faits saillants par les directions de santé publique. Est-ce que c'était votre question ou vous avez une autre question? Monsieur Legault, pourquoi est-ce que votre gouvernement a refusé de tenir une consultation parlementaire sur le traçage des données, comme le réclamait Québec solidaire ce matin, dans la mesure où, en plus de Québec solidaire, il y a des commissaires à l'information qui ont fait une sortie plus tôt, il y a quelques semaines, je pense, pour que ce soit assujetti à une surveillance parlementaire, ces négociations-là? Bon. Bien, d'abord, l'opposition demande une commission parlementaire sur un sujet différent à peu près à chaque jour. À un moment donné, on ne peut pas avoir toutes nos commissions parlementaires qui sont sur des sujets demandés par l'opposition. Maintenant, je veux revenir quand même sur le traçage. D'abord, ça doit être fait avec la permission de la personne. Donc, on n'utilisera pas de données sans avoir la permission de la personne. Puis, on va s'assurer de la sécurité sur les données. Puis ça me donne l'occasion de passer la POC à la ministre de la Justice pour peut-être mieux répondre à cette question. Mais de façon très générale, effectivement, vous l'avez bien dit, Monsieur le Premier ministre, dans l'hypothèse où une telle application serait suggérée et jugée nécessaire par la santé publique, parce que c'est la clé de voûte de tout ça, là, que la santé publique juge que c'est nécessaire dans les circonstances, bien, ça ne se ferait pas sans le consentement des gens. Il y aurait de l'anonymisation, de rendre anonymes les données, je vais être sûre de bien me faire comprendre, et tout ça va se faire dans le respect également de la vie privée des gens et de faire en sorte que leur renseignement personnel soit protégé. Donc, la CAI, la Commission d'accès à l'information, serait impliquée dans le dossier et, naturellement, mon équipe et moi, au niveau des renseignements personnels, on est également impliqués pour s'assurer et soyez très rassurés qu'on va faire en sorte que les données personnelles des gens sont protégées. Mais la clé de voûte et le point de départ, c'est le consentement des gens. C'est clair. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit tout à l'heure, donc il va falloir peut-être aider les résidences privées pour personnes âgées pour que les salaires augmentent pour les proposer aux bénéficiaires. Mais qu'en est-il, donc on sait qu'il y en a de différentes dimensions, qu'en est-il des grosses comme Chartwell ou Résidence Soleil? Est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'aide pour financer les salaires de ces préposés aux bénéficiaires? Bien, écoutez, actuellement, il y a des primes de 4 de l'heure qui sont données. On est dans une période de transition. On va tous convenir que même les grandes résidences privées vont devoir mieux payer leurs préposés aux bénéficiaires dans les prochaines années. Donc, il y a deux possibilités, où ils chargent plus cher aux citoyens, ou le gouvernement fait un effort pour aider les citoyens qui veulent aller dans ces résidences-là. Donc, ça fait partie de l'analyse qui est faite. Puis pour l'instant, mais comme je disais tantôt, les primes qui sont là vont rester le temps qu'on fasse l'analyse. Madame Lebel, est-ce qu'il serait possible de savoir, il y a combien de dossiers actuellement en attente en raison donc de suspension des travaux dans les palais de justice? Bien, c'est très difficile, honnêtement, de chiffrer présentement. Il y a 3 types de dossiers. Je vais dire 3 types d'inventaires, si je peux. Et c'est très difficile de chiffrer quels vont être ces dossiers-là en attente, parce qu'il y a les dossiers qui étaient déjà existants avant le COVID qui n'ont pas procédé parce qu'ils n'étaient pas jugés urgents dans les circonstances. Il y a les dossiers qui étaient en attente de dépôt, qui n'ont pas pu être déposés ou initiés. Et il y a tous les dossiers qui découlent
de près ou de loin de la situation qu'on vit, les contestations judiciaires, bon, etc. Mais c'est vraiment très difficile de chiffrer. D'ailleurs, vous comprendrez, c'est pas un secret pour personne, là, les dossiers ne sont pas numérisés non plus dans les palais de justice. On est dans le virage technologique. On a fait des gros progrès là, dans les dernières semaines pour donner des moyens technologiques de procéder aux audiences, mais on continue à travailler sur les moyens. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme Lebel, M. Arruda, vous allez excuser le terme que je vais employer, mais j'entends des préposés aux bénéficiaires me dire « Monsieur le Premier ministre, vous vivez au pays des licornes, parce que ça va être dur d'amener ce que vous voulez faire dans les résidences actuellement, voire quasi impossible. » Bien, écoutez, c'est sûr qu'actuellement, il manque 10 000 employés, puis il manquait 10 000 employés avant la crise. Donc, c'est certain que les préposés ont beaucoup moins de temps pour prendre soin là, de toutes sortes de façons des résidents et des résidentes. Ça, c'est très, très clair. Puis je l'ai dit tantôt, puis je ne le nie pas. Mais moi, j'ose rêver qu'on est capable au Québec, en ajoutant, entre autres, ces 10 000 personnes, d'avoir suffisamment de gens pour mieux prendre soin de nos résidents, de nos personnes âgées qui ont bâti le Québec. Pour moi, c'est important. Ça a toujours été dans nos priorités et ça le reste. Puis de leur offrir aussi un environnement là, avec les maisons des aînés qui est beaucoup plus beau que ce qu'on leur offre actuellement. Mon collègue en a parlé tout à l'heure, les grosses résidences, puis je me souviens, dès les premiers points de presse, quand vous aviez parlé de la résidence Aaron, vous parliez des beaux gargantuesques là, à 10 000 $ par mois. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez réclamer les sommes à ces grosses résidences-là, là, parce que vous les subventionnez actuellement là, pour traverser à travers la crise, alors qu'ils prélèvent toujours là, ces gros loyers-là? Bien, écoutez, on a vécu une crise. Donc, pendant la crise, c'était normal qu'on fasse ce qui est nécessaire d'être fait pour attirer, garder les préposés aux bénéficiaires, même dans les résidences privées, parce que c'est pas parce qu'une résidence privée est privée que les gens qui y vivent ne sont pas aussi importants pour nous. Ce sont tous des Québécois, des Québécoises. Donc, je pense qu'il fallait agir rapidement. Maintenant, on va prendre le temps d'analyser effectivement les différentes possibilités, les différentes ententes aussi qu'il y a, parce que dans certains cas, c'est le gouvernement qui réserve des places dans le secteur privé. Dans certains cas, il y a une contribution qui vient des personnes selon une grille qui est convenue. Dans d'autres cas, c'est complètement libre et puis, effectivement, il y a des prix très élevés qui sont chargés. Mais il faut comprendre là, qu'on va mieux payer les préposés aux bénéficiaires dans le public, dans le privé dans les prochaines années. Et puis, bon, ben, il faut trouver un équilibre, là, parce qu'en bout de ligne, toujours la même personne qui paye. Merci. On complète en français avec Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Madame Lebel, il y avait déjà un retard avant. Vous dites le nombre de dossiers, on ne va pas nécessairement le dévoiler, mais peu importe, le rattrapage va se faire comment? Est-ce que c'est plus d'heures de cours? C'est quoi la stratégie pour reprendre Mais peut-être juste pour rectifier une portion de votre question, le retard n'était plus là avant. Là, naturellement, depuis 2016, avec l'arrêt Jordan, on a eu des dossiers qui dataient d'avant l'arrêt Jordan, avant 2016, qui avaient déjà accumulé certains délais, donc ces dossiers-là. Mais tous les dossiers qui ont été judiciarisés depuis 2016 étaient dans la fourchette prescrits par la Cour suprême, entre 18 et 30 mois. On voyait certains arrêts de procédure, vous avez raison, mais c'était des dossiers qui avaient accumulé des délais avant. Donc, on avait une belle situation avant la pandémie au niveau de la gestion des délais de justice. Maintenant, vous avez raison, il faut trouver une solution. La table justice fait partie... La table justice fait partie ça va faire partie de son mandat. Donc, est-ce que c'est bon, les salles virtuelles vont nous permettre pendant la pandémie, naturellement, de pallier à la réduction des activités des salles physiques, parce qu'il y a quand même les règles de distanciation et on va quand même pas être à 100 % de nos capacités immédiatement. Par contre, ces salles virtuelles vont demeurer aussi par la suite, donc vont faire partie de ce qui va nous aider à réduire les inventaires accumulés après la crise. Étendre peut-être les heures où on peut procéder dans une journée. Bon, les juges sont en train de plancher sur des solutions également. Donc, ça va faire partie de l'ensemble. C'est pas une solution unique, là. Donc, la table justice, justement, va servir à ça.
En sous-question. Excusez. 3 semaines que les écoles, les garderies sont réouvertes à l'extérieur de la CMM. Est-ce que vous considérez que vous avez été la cible de beaucoup de critiques début mai pour ça, les pour, les contre. Est-ce que vous considérez que c'est réussi, un déconfinement réussi? Bien, moi, là, ça ne va pas être un succès. Je pense que dans vos médias, on l'aurait lu. Donc, moi, je considère que c'est un grand succès. J'aimerais ça qu'on en parle plus dans les médias, mais je peux peut-être laisser le Dr. Arruda compléter. Là, mais moi, je considère que c'est un grand succès, là, compte tenu du nombre d'enfants, de l'inquiétude qu'il y avait chez certains parents. Je pense que c'est un grand succès. Si vous me permettez, j'étais justement en rencontre avec les pédiatres, une association de pédiatres et les ministres de la Famille et les ministres de l'Éducation et la ministre Loisirs et Sports. C'est clair que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les enfants étaient contents de revenir à l'école. Les parents sont soulagés. Les parents, maintenant, ont vraiment passé à une autre étape, si vous me permettez. Puis c'est normal d'avoir des craintes. Hein. Je pense que c'est normal et c'est tout à fait, surtout dans le contexte où on était. On levait la chose, mais l'expérience a été très positive. Puis il y a des acquis aussi, à mon avis, dans ces expériences-là pour la rentrée l'année prochaine. Donc, encore une fois, population jeune avec risque de maladie beaucoup plus faible que les inconvénients de les laisser à la maison, confinés en termes de développement. Vous savez, les tout-petits, là, c'est les premières années de vie, les 5 premières années de vie sont majeures dans le développement des enfants. Même, on est en train de regarder un peu plus comment on pourrait même aller plus loin dans des approches différentes, éventuellement, pour la rentrée à l'automne, qui permettrait à la fois d'éviter des grandes épidémies. Mais comme je vous le dis, là, c'est clair qu'il va y avoir des cas, comme il y en a eu quelques-uns, mais tout est sous contrôle, puis il n'y a pas eu d'histoire d'horreur dans ces soins-là. Et c'est les professeurs à la fois, les enfants et les parents qui sont heureux. Merci. So, time now for questions in English, and we'll start today with Philo T, Montreal Gazette. Monsieur Arruda, vous venez de mentionner à quelques reprises, comme vous l'avez fait hier également, la situation à Montréal est toujours fragile. Pourriez-vous élaborer à cet égard? Que voulez-vous dire exactement par fragile? Et quels sont les risques dans les jours à venir? Réponse. Avant tout, la situation demeure fragile parce que il est clair que nous avions les critères pour déconfiner. Mais la cadence de la réouverture et le degré de respect du masque, de l'hygiène et de la distance, le rassemblement avec pas plus que 10 personnes de 3 familles distinctes, peut avoir un impact sur la transmission locale parce qu'il y a une haute densité de population. Il y a des gens qui sont plus à risque dans certaines populations, dans certains quartiers. Et si on a une nouvelle éclosion, on pourrait voir une résurgence. Et cela pourrait mettre à l'épreuve le système de santé, qui a une certaine surcapacité, mais qui ne pourrait tolérer une flambée importante. Alors, ce que nous avons réussi en confinant, nous voudrions préserver ces acquis et ne pas commettre l'erreur d'un déconfinement trop rapide ou trop imprudent. Question. Nous avons beaucoup parlé cette semaine du déconfinement, mais une question pour M. Legault maintenant. Il y a eu 200 morts cette semaine. Quel message avez-vous pour les familles des gens qui sont décédés cette semaine? Réponse. C'est terrible ce qui se passe. Hélas, quand je vois le nombre de gens infectés dans nos CHSLD, nous avons peut-être d'autres décès prévisibles. Nous ferons tout pour sauver le plus grand nombre de vies, mais c'est terrible. Quand il est question de 4000 morts, écoutez, bien sûr, il nous faut faire preuve de prudence, de dire que c'est une situation particulière au Québec, et votre ami parle beaucoup dans ces termes-là, mais quand vous comparez avec d'autres grandes villes en Amérique du Nord,
Dans le nord-est de l'Amérique du Nord, par exemple, nos taux sont comparables. Donc, le virus a été vraiment coriace. Et les gens qui se sont rendus en Europe, par exemple, ils ont vraiment été gravement touchés. Pensez à New York, Détroit, Boston, Philadelphie. Question. Souvent, vous exprimez vos condoléances pour les gens qui sont décédés. Et je continue d'exprimer ma sympathie et mes condoléances pour les gens décédés. Yes. You want to add something? Chacun a été ébranlé par cette histoire atroce. Et chacun essaie de faire de son mieux afin de minimiser l'impact de la COVID sur les aînés. Mais c'est clair qu'il y aura toujours des gens qui sont plus à risque d'une maladie. Mais il y a beaucoup de leçons à tirer d'ici comme d'ailleurs. Alors chacun travaille fort afin de minimiser l'impact dans les mois à venir.